bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, bon appétit et surtout joyeux Noël si vous êtes à table. Aujourd'hui je vous parle d'une petite merveille du cinéma indépendant, Captain Fantastic. Et non, ce n'est pas un crossover entre Captain America et les 4 Fantastiques, rien à voir. Ici on ne croisera pas de monstres venus de l'espace, de super méchants, de filles sexy, tout de latex vêtus, et c'est bien dommage, et Stan Lee ne fera pas d'apparition. En fait, Captain Fantastic nous raconte l'histoire d'un père de famille nombreuse, 6 enfants quand même, ouais, qui vit complètement hors de la société, au milieu des bois, dans une cabane, et cette petite bande d'auto-exilés chasse sa propre nourriture, suit une éducation très stricte basée sur le sport, l'éducation, la littérature, la philosophie, et le tout sans jamais ou presque rentrer en contact avec le reste de la société. L'épouse et la mère de famille est gravement malade psychologiquement, elle est hospitalisée à la ville et malheureusement un jour elle décède. Notre petite bande d'hommes des bois, d'hommes et de femmes des bois, décide donc de se rendre aux funérailles de leur mère et épouse. Mais tout ça c'est sans compter sur le beau-père de Captain Fantastic qui prévient que s'il se rend à la ville, il fera arrêter Captain Fantastic et il prendra en charge, il demandera la garde des enfants. Pourquoi me demanderez-vous? Eh bien tout simplement parce qu'il n'était pas d'accord avec le choix de vie de son beau-fils et il le tient pour responsable de l'état de santé de sa fille et donc du décès de sa fille. Cependant, et sous la pression de ses enfants qui veulent vraiment être présents à l'enterrement de leur mère, Captain Fantastic décide de malgré tout se rendre à la ville en connaissance de cause et en connaissant les risques. Voilà en gros l'histoire qui vous attend si vous décidez d'aller voir ce film. C'est le second long métrage de Matt Ross, dont le nom ne vous dit probablement rien, mais la tête, normalement... Bon allez, je vous donne un indice. Bonjour gros tarin. Ah putain. Danse avec moult légumes et de la bonne sauce. Je crois pas. Je vais chier aisément demain matin. Quel décalage horaire. Voyez ceci. Bon et maintenant, vous voyez qui c'est? Bon franchement, après avoir joué dans cette bouse, on pouvait clairement avoir de grosses craintes, hein. Eh ben, c'est de la merde. Ouais, j'avais du mal à l'imaginer comme réalisateur de talent. Mais il faut pas juger sur les apparences, hein. T'es déjà occupé à la juger. Dans le rôle principal, on retrouve Aragorn, je veux dire Viggo Mortensen, qui n'en est pas à sa première incursion dans le monde du cinéma indépendant. On se rappelle notamment de Jaoja, un film argentin dans lequel il avait joué, mais qu'il avait aussi produit et dont il avait même composé et créé la musique. Mais au fait, tant qu'on en est à parler de ça, et avant de se lancer dans la critique, qu'est-ce que c'est que le cinéma indépendant? C'est des films pour les pauvres. Ouais, enfin non, enfin oui, enfin non, enfin... Pas complètement. Effectivement, le cinéma indépendant, c'est un cinéma qui possède clairement pas les moyens de grosses sociétés comme Sony ou MGM par exemple. Et qui donc par conséquent donne parfois de véritables monstres informes de cinéma, de série Z, voire Z+++. Mais le cinéma indépendant est vraiment indispensable à l'industrie du cinéma. Aussi indispensable que les lunettes de soleil d'Horatio Caine dans Les Experts. Merci Alex. Alors en effet, le cinéma indépendant permet beaucoup plus de liberté aux réalisateurs qui ne subissent pas toutes les pressions des grands studios qui leur demandent bien souvent de rentrer dans toute une série de critères destinés à mieux vendre le film. Les films indépendants sont tellement importants que même des sociétés comme la Fox a développé une sorte de succursale destinée à produire des films indépendants. Cette société s'appelle Fox Searchlight Pictures, ce qui leur permet de récupérer ce créneau de films indépendants tout en faisant croire que ça reste des films indépendants. Ils ont d'ailleurs par exemple produit Juno ou Little Miss Sunshine, qui ne sont donc pas des films totalement indépendants comme on pourrait le croire. D'autre part, le cinéma indépendant permet aussi à de jeunes réalisateurs et à de jeunes acteurs de se faire connaître, comme ce fut le cas par exemple de Inarritu avec son film Amour Chienne, malheureusement bien trop méconnu du grand public, et qui maintenant nous offre des chefs-d'œuvre absolus comme The Revenant par exemple ou Birdman, produit par une société appartenant à la Fox. Ils sont partout, je vous dis. Mais il est grand temps que je la ferme et que je laisse place à la critique à proprement parler. C'est un film qui vous fait vous poser pas mal de questions sur pas mal de sujets. Premièrement, l'éducation. Viggo Mortensen joue le rôle d'un père qui ne cache rien à ses enfants, qui leur offre la vérité toute nue. Il leur explique sans détour ce qu'est le viol, la drogue, la mort. Et cette honnêteté semble tout à fait salutaire. Les enfants semblent pas traumatisés par ces informations. Au contraire, ils semblent mieux appréhender la réalité de la vie. On assiste d'ailleurs à une scène très intéressante d'argumentation entre Viggo Mortensen et l'actrice qui joue sa sœur, qui elle élève ses enfants dans un cadre dit classique. Elle préfère cacher les réalité de la mort et de la violence, jugeant qu'ils ne sont pas assez matures ou aptes en tout cas à comprendre cette réalité. Scène qui est suivie juste après d'un moment où ces mêmes jeunes jouent à des jeux vidéo de combat ultra violents et dégoulinants de sang.
preuve qu'il est donc inutile d'essayer de cacher la violence parce qu'elle s'impose bien souvent d'elle-même. La seconde question, c'est la question du mode de vie. On est dans une époque où le bio, l'écologie, le bobotisme, décidément je vais faire beaucoup de guillemets aujourd'hui, sont une véritable mode. Et perso, c'est des thèmes qui me touchent assez fort. Sommes-nous plus heureux en vivant reclus? Est-ce que c'est la bonne solution de faire partie d'une société à part de ce monde? Est-ce que la vie en autarcie est-elle la solution à une vie de bonheur? Et quand on voit le bonheur apparent que semble arborer cette petite famille, ben on peut le penser. Mais ici, leur mode de vie est trop extrême. Les enfants ne sont pas préparés au véritable monde, qu'ils connaissent très bien, mais qu'ils ne connaissent qu'au travers de livres, sans savoir ce qu'implique réellement une relation entre êtres humains à part de leur propre cercle familial. Et dans l'autre extrême, on a les grands-parents qui vivent dans leur grosse villa au milieu de terrain de golf, la famille de la sœur qui a des enfants mal éduqués, mal élevés, mal polis. Donc l'éducation classique ne semble donc pas vraiment être la solution non plus. Le film, donc, après de nombreux conflits, nous propose une espèce d'alternative, un entre-deux, qui permet d'avoir une vie alternative, tout en restant ancré dans la société contemporaine. Alors ça, c'est les points positifs au niveau de la philosophie du film. Mais il y a aussi la photographie du film, qui navigue entre des plans très romantiques avec des vues incroyables de nature et de paysages, et en même temps des plans très énergiques et vivants, à l'image des enfants qui courent partout, qui rient, qui jouent et qui se battent. Il y a aussi la musique, qui est vraiment pas mal dans ce film, et l'humour, indispensable à mon sens pour aider à faire passer la pilule d'un film qui parle quand même de la mort. Et enfin le jeu des contrastes et des allusions métaphoriques. Comme je le disais précédemment, cette histoire de il faut préserver les enfants de la violence, mais je les laisse quand même jouer à des jeux vidéo ultra violents. Mais il y a aussi plein de petits messages cachés, comme par exemple dans cette scène de supermarché où Ben, c'est le nom du père de famille, est obligé de se rendre alors qu'il passe la majeure partie du film à critiquer ces grandes industries marketing, et dans lequel on entend une musique épurée style musique d'ascenseur de Titanic, comme pour faire une espèce d'allégorie du naufrage de nos sociétés au travers de ces grandes industries. Et puis, dernier point, et non des moindres, le casting. Alors bien entendu, Viggo Mortensen, qui est, comme bien souvent, assez génial, et qui m'a fait penser par certains aspects à son rôle dans le film La Route. Excellent film tiré du livre du même nom, que je vous recommande très chaudement de voir et de lire, ou l'inverse, enfin comme vous voulez. Mais le casting, c'est aussi les enfants, qui sont tous, sans exception, géniaux. Et à mon avis, je peux prédire une belle carrière à ceux qui vont persévérer dans ce métier. Alors pour la petite anecdote, ces enfants ont participé à des camps d'entraînement très intensifs, de survie, d'escalade, d'arts martiaux, pour être plus crédibles dans leur rôle, et c'est bluffant. Voilà pour les points positifs. Les points négatifs maintenant. Alors, bien que le film soulève de nombreuses questions très intéressantes, il ne fait malheureusement que les soulever sans rentrer véritablement en profondeur, et surtout sans donner de véritables pistes de réponse. Alors bien sûr, ici, l'idée est d'ouvrir des portes et de laisser le spectateur emprunter celles qu'il a envie d'emprunter. Mais ici, les portes ne mènent sur rien, et on se perd dans les couloirs. Wow! Je vais arrêter les métaphores parce que là, c'est moi qui m'y perds. Ce que j'essaie de dire, c'est que le film a parfois tendance à jouer la carte du romantisme, du feel-good, au détriment d'une vraie profondeur. On est malheureusement un peu trop dans une conclusion du type bisounours. Et on sent parfois que Matros essaye de nous tirer la larme de l'œil. Je vais te faire pleurer jusqu'à que tu pleures. Avec des musiques, des scènes, des plans qui, une fois mis ensemble et combinés, ne donnent non pas place à Captain Planet, mais bien à du pathos et dégoulinant de fleurs bleues à certains moments. Enfin, j'ai été un petit peu déçu de ne pas voir plus l'aspect de leur vie d'ermite. J'aurais vraiment aimé découvrir plus leur quotidien, leur vie au milieu des bois, ce qui est de nouveau, une fois fait, vraiment en survol avec une petite musique pendant une ellipse. Et d'autre part, j'aurais aussi voulu voir plus les interactions que ces enfants presque sauvages, que ces enfants ont avec le monde moderne et la société moderne qu'ils ne connaissent quasiment pas. Alors même si c'était pas vraiment le but du film, l'aspect road trip qui est quand même fort mis en avant dans la bande-annonce n'est pas vraiment présent finalement dans le film. Voilà, passons maintenant à la conclusion. Faut-il aller voir ce film ou pas? Ma réponse est oui. Alors je sais, je termine par les points négatifs et puis juste derrière je vous dis d'aller voir ce film. Mais les points positifs apportent objectivement plus que les points négatifs. Puis encore une fois, ça fait vraiment du bien de voir ce genre de film. Moi j'appelle ça des films good. Un film dont on ressort avec un sourire aux lèvres et plein de positifs dans la tête en se disant finalement ce monde est peut-être pas si nul que ça. Donc si vous avez besoin d'un remontant, n'ouvrez pas la bouteille de Bourbon qui se trouve dans le placard, mais allez voir Captain Fantastic. Et si ceci ne vous convainc pas complètement, dites-vous que ce film a reçu 9 nominations à des festivals comme Cannes ou Deauville, et que sur 9 nominations, il en a quand même remporté 6. Score que peu de films peuvent se darguer d'avoir reçu. Allez, c'est tout pour moi, je vous laisse. N'oubliez pas de liker et de partager pour pas que je déprime et que j'aille vivre dans les forêts froides et sombres de Belgique. Et comme d'hab, à la TV, en DVD ou sur grand écran, l'important c'est de faire vivre le cinéma. Allez, ciao!